Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de pouvoir en éthicratie ou en démocratie éthique. Pour ceux qui nous rejoignent dans la découverte de l'éthicratie ou de la démocratie éthique, l'éthicratie, c'est le pouvoir à l'éthique. C'est l'éthique qui donne du sens, de la direction. Ça n'est pas le monde de la finance. Alors on l'appelle aussi démocratie éthique. Pourquoi? Parce que c'est le peuple, le démos, qui met cette éthique en œuvre. Je vais vous parler du pouvoir au peuple, pas à la majorité, à tout le peuple. C'est très différent. Je vais vous parler du pouvoir partagé, avec zéro objection. Je vais vous parler du principe d'équivalence, pas d'égalité. Je vais vous parler également de quelques gros mots, comme par exemple les tensions, qui en éthicratie sont des opportunités, et aussi la hiérarchie, pas la hiérarchie de destruction, mais une hiérarchie de croissance, c'est-à-dire l'holarchie. Également de processus organiques, c'est-à-dire avec l'équivalent d'un RIC permanent, donc référendum d'initiative citoyenne. Mais ça va encore plus loin que ça. Commençons par le pouvoir au peuple, à tout le peuple. En démocratie, nous le savons, c'est un principe de majorité contre opposition. Imaginez, vous faites partie d'un parti politique, vous êtes contre une proposition, la majorité l'emporte et vous êtes dans la minorité. Donc, vous êtes contraint de défendre cette proposition, voire de communiquer une proposition que vous détestez. C'est complètement schizophrénique. En éthicratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Le pouvoir est totalement partagé. Comment? Avec zéro objection. Lorsqu'il y a une proposition, on discute grâce à un processus très clair, très précis et extrêmement efficace jusqu'à ce qu'il n'y ait zéro objection. Le pouvoir, c'est aussi la responsabilité. Et ça, ce n'est pas toujours facile à accepter. C'est très facile de déléguer le pouvoir justement pour ne pas être responsable. Mais l'un ne marche pas sans l'autre. Pouvoir égale responsabilité. Mais pas n'importe quel pouvoir. Ça n'est pas un pouvoir sur l'autre, c'est un pouvoir avec l'autre. Bernanos disait « Ce n'est pas la violence, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les vengeances qui vont perdre le monde, c'est uniquement la docilité. » C'est-à-dire qu'il faut cesser d'abandonner le pouvoir à une élite, à la finance, à l'économie, et prendre notre pouvoir et notre responsabilité. Gandhi, d'ailleurs, disait « Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. » Évidemment, le pouvoir avec l'autre, pas le pouvoir sur l'autre. Alors, je vous disais que ce pouvoir est partagé totalement, avec tout le monde, sans aucune exception. Il est totalement partagé parce que toutes les décisions se prennent toujours par consentement mutuel. Et non par consensus. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais aux personnes qui est d'accord avec la proposition. C'est évidemment tout de suite sujet à beaucoup de tensions et de refus surtout. Ici, on inverse la question. On ne demande pas qui est d'accord, on demande qui ne peut absolument pas vivre avec cette proposition. Et là, ça devient très intéressant parce que nous avons tous une responsabilité. Nous devons nous centrer sur nous-mêmes, analyser, voir, ressentir si on peut vivre avec cette proposition ou pas. Mais bien entendu, émergent certaines tensions. Pas toujours, mais la plupart des cas. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la proposition, on demande à chacun s'il a une objection. Une objection à la proposition telle qu'elle est définie. Et lorsqu'il y a une objection, eh bien, l'idée, le principe, c'est de transformer cette objection en proposition. L'objection, à l'origine, est une tension. Donc cette tension, eh bien, elle devient un outil de créativité pour améliorer, amender la proposition. En éthicratie, on aime les objections. C'est très paradoxal, parce que justement, elles sont source de richesse, de créativité. Attention, toute objection n'est pas forcément valable. Par exemple, s'il s'agit d'une préférence, s'il s'agit d'une supposition non vérifiée, non vérifiable, s'il s'agit d'une peur dysfonctionnelle,
eh bien là, l'objection n'est pas valable. J'y reviendrai plus tard dans un tuto où j'expliquerai comment ça fonctionne et vous pourrez même le pratiquer directement. Les processus d'éthicratie sont inspirés par tous les modes de gouvernance, à savoir des processus chaotiques, comme par exemple le tirage au sort, ou la nécessité de créativité qui ne va pas évidemment dans quelque chose de figé, des processus autocratiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va donner à quelqu'un le pouvoir de décider seul dans certains domaines. Sinon, on va rentrer dans des problèmes de réunite aiguë. Et ça n'est pas du tout le but. Imaginez qu'il faille se réunir à chaque fois pour décider la couleur du crayon ou du papier. Non, on va décider, il y a quelqu'un qui est responsable du bureau, de l'administration, et il choisira seul le type de couleur, de crayon, de papier, etc., etc. On utilise aussi la démocratie. Principalement la démocratie directe lorsqu'il s'agit de choisir des priorités, des préférences, pas lorsqu'il s'agit de choisir quelqu'un ou lorsqu'il s'agit de choisir un programme. Non, le programme est créé par consentement mutuel. Mais les priorités à mettre en œuvre sont choisies parfois par une élection en démocratie directe. On demande au peuple dans quel ordre de priorité est-ce qu'on va traiter les sujets, les besoins. L'éthicratie utilise aussi les processus de sociocratie. Socios, ça veut dire le groupe. Kratia, ça veut dire le pouvoir. Donc le pouvoir au groupe. Avec une déviance qui pourrait être de l'ordre communiste, puisque en sociocratie, le groupe a le pouvoir de faire intrusion dans la vie privée de l'individu. Ce qui est totalement interdit en éthicratie, en vertu du troisième pilier, c'est-à-dire la notion de distance sacrée, où le collectif n'a pas le droit de faire intrusion dans la vie privée de l'individu, et vice-versa. Là apparaît la notion d'holarchie. L'holarchie, c'est une forme de hiérarchie. Pas une hiérarchie de destruction, de domination telle que nous la connaissons actuellement. Non, il s'agit d'une hiérarchie de croissance, c'est-à-dire qui permet à l'être humain de grandir en conscience et d'être de plus en plus heureux. Alors que la hiérarchie de domination écrase les gens, les démotive, et cela débouche sur des burn-out, voire parfois même sur des suicides. L'holarchie, c'est l'inverse. Il n'y a pas de lutte de pouvoir. C'est une hiérarchie totalement naturelle. Holarchie vient du mot holos. Holos signifie que chaque chose est à la fois un tout et une partie. Prenons par exemple l'holarchie du corps humain. Et partons de l'atome. L'atome est à la fois un tout et une partie de la molécule. La molécule va constituer des cellules. Ces cellules sont à la fois un tout et une partie. Pourquoi? Parce que ces cellules vont constituer des organes. Organes qui sont à la fois un tout et une partie. Parce que ces organes vont constituer le corps humain. Et tout ça pour arriver jusqu'à la biosphère, l'univers et l'inconnu. Il n'y a pas de lutte de pouvoir entre l'atome et la molécule, ou entre la molécule et la cellule. Si la molécule voulait détruire les atomes, elle ne survivrait pas. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé dans le communisme. Le communisme a voulu détruire l'individu et il n'a pas survécu. A l'inverse, si la molécule voulait détruire les cellules, ce qui pourrait représenter une forme de capitalisme, à savoir que la molécule, l'individu, prend le pouvoir sur le collectif, eh bien ça ne fonctionne pas du tout. Nous le vivons actuellement. L'holarchie est donc une hiérarchie naturelle, une hiérarchie de croissance, une hiérarchie sans lutte de pouvoir. Prenons l'exemple encore une fois dans le corps humain, le cerveau, le doigt de pied, le cœur, les poumons. Le cerveau a un rôle important. Lorsque quelqu'un marche sur votre doigt de pied, vous allez dire « aïe, ça fait mal », l'information va monter au cerveau, le cerveau va faire bouger votre pied de sorte à ce que vous ne souffriez plus. Le cerveau qui détient ce pouvoir est avant tout un serviteur. En éthicratie, diriger, c'est servir. Et en même temps, servir, c'est diriger. Puisqu'ici, c'est le doigt de pied qui dirige le cerveau. Mais c'est le cerveau qui dirige le pied. Il n'y a aucune lutte de pouvoir. Tout est au service de la vie. Tout en évitant ces déviances, à savoir les déviances où l'homme est au service d'une raison d'être et n'a aucun état d'âme. Il pourrait devenir alors un pion du système et se retrouver au service d'un capitalisme débridé, par exemple. Ce qui est tragique. Utiliser des processus d'intelligence collective peuvent, à cause de leur efficacité,
créer le même cauchemar qu'on est en train de vivre, mais en pire. C'est pour ça que les piliers de la démocratie éthique sont absolument indispensables. Et justement, l'éthicratie, c'est l'ensemble de tous ces processus à travers les 5 piliers. À savoir, je le rappelle, premièrement, l'éthique, une éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement à la fois de l'individu, de la société, de la nature et de notre propre nature. Deuxième pilier, le retour à l'unité, cette notion qu'il n'y a à la base rien de bon, rien de mauvais. Ce sont nos actes qui engendrent des résultats, des fruits qui peuvent être mauvais ou bons. Troisième pilier, la distance sacrée, à savoir justement, comme je le disais, cette notion que le collectif n'a pas le droit de faire intrusion dans la vie privée de l'individu, que ce soit dans son territoire, ses croyances, sa spiritualité, sa sexualité, son alimentation, etc. Et à l'inverse, l'individu n'a pas le droit de rentrer dans le périmètre ou de modifier le champ du collectif lorsque les règles ont été co-créées par le peuple ou ses représentants. Le quatrième pilier, c'est la communication vivante. Communication vivante avec 2 polarités. La première, c'est une polarité d'écoute empathique. Nous utilisons, nous, la CNV+, c'est-à-dire la communication non violente augmentée. L'autre polarité, c'est une polarité plutôt martiale, de type guerrier, inspirée des arts martiaux. Et le 5e pilier, ce sont l'ensemble des processus tels que je les ai décrits, à savoir processus chaotique, autocratique, démocratique, sociocratique, holacratique, pour arriver à l'éthicratie. Un autre principe fondamental est le principe d'équivalence. On ne parle pas d'égalité en éthicratie, parce que nous ne sommes pas égaux. Ça n'existe pas, nous sommes tous différents dans une très grande diversité, et c'est notre richesse. Mais on parle d'équivalence, parce que nous avons tous un pouvoir équivalent, une valeur équivalente. Par exemple, si on prend les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on pourrait dire que le 9 vaut plus que le 3. Que le 5 vaut plus que le 4, etc., etc. En même temps, il n'y a pas de valeur supérieure. Pourquoi? Parce que si vous enlevez le chiffre 4, par exemple, de l'ensemble des chiffres, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc le principe d'équivalence, c'est de considérer que tous les chiffres, sans aucune exception, ont le même pouvoir. Puisque sans l'un, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ce pouvoir d'équivalence est symbolisé par le cercle. Donc les réunions en général se font toujours par cercle. Pourquoi? Parce que le cercle symbolise un principe d'équivalence. Il n'y a pas quelqu'un sur un trône, sur une estrade. Non, nous sommes tous équivalents, y compris le facilitateur, le secrétaire, le gardien du temps ou le responsable du groupe. Évidemment, pour pratiquer l'éthicratie à grande échelle, nous avons besoin d'une structure, d'une holarchie. Bien sûr, le pouvoir vient de la base, mais pas seulement. Il y a un pouvoir montant et il y a un pouvoir descendant. Actuellement, dans toutes les structures, entreprises, organisations, collectivités, associations, le pouvoir vient du haut et descend vers la base. Avec cette déviance, comme je le disais, une hiérarchie de destruction. Pour autant, en vertu du 2e pilier, tout n'est pas mauvais. Ce pouvoir est un pouvoir descendant, il vient du haut vers le bas. En éthicratie, pour équilibrer le système, il y a également un pouvoir montant. C'est pour ça que lorsqu'il y a un porteur de projet, il devient forcément le dirigeant, le directeur, le guide de ce projet. Et en fonction de la taille grandissante de son entreprise, de son association, eh bien, il va devoir désigner des personnes pour l'aider. Il va donc se retrouver dans un endroit, dans un cercle où il va partager le pouvoir avec les différentes personnes. Imaginons un conseil de direction classique dans lequel se trouve le directeur de production, le directeur de la recherche et du développement, le directeur du marketing, le directeur financier. Eh bien, toutes ces personnes vont se retrouver dans un cercle où le pouvoir sera partagé en vertu du principe d'équivalence avec 0 objection. Il n'y aura pas un dirigeant qui va dominer les autres. Non, le pouvoir sera partagé avec l'autre, ainsi évidemment que la responsabilité. Toujours dans cette même organisation. Imaginons le directeur de production dirige dans son atelier une vingtaine d'ouvriers. Eh bien,
les ordres qui vont venir du haut vont descendre vers le bas, et là, on risque de rentrer dans une hiérarchie traditionnelle. Pour équilibrer le système, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la base, les ouvriers, vont, par un processus d'élection, que j'expliquerai plus tard, choisir ce qu'on appelle le lien montant, c'est-à-dire un pouvoir qui va remonter jusque tout au-dessus. Cet ouvrier qui aura été choisi va remonter dans le conseil de direction et lorsqu'il y aura un processus de décision, il aura exactement le même pouvoir que le directeur de production, le directeur de marketing, le directeur financier et le directeur général. Le même pouvoir équivalent avec 0 objection. Donc c'est comme s'il y avait les deux canaux, le pouvoir qui descend et le pouvoir qui remonte. Le système est totalement équilibré. Toujours dans ce même conseil de direction, nous allons avoir tous les liens montants, l'ouvrier qui aura été désigné par ses pairs pour rentrer dans le conseil de direction, le représentant du marketing qui lui aura été également désigné par sa propre base, le représentant comptable, assistant comptable, que sais-je, du cercle finance qui remontera également dans le conseil de direction. Donc dans ce conseil de direction, nous aurons à la fois les liens descendants, donc le pouvoir qui descend du haut vers le bas, et en même temps les liens montants, c'est-à-dire le pouvoir qui vient de la base. Et c'est cet ensemble qui va faire un pouvoir totalement partagé. Il n'y a donc plus de lutte de pouvoir, pas besoin de syndicats. Ça ne sert plus à rien puisque le pouvoir et la responsabilité sont totalement partagés. Alors évidemment, on peut se tromper, mais cette erreur est collective. On ne peut pas le reprocher à qui que ce soit puisqu'il n'y a eu aucune objection pour le choix qui a été opéré. Facile alors de remettre cette décision à l'ordre du jour de la prochaine réunion pour la modifier, l'améliorer, voire la supprimer. Vient en plus le processus d'élection. Alors un processus d'élection totalement différent de ce que l'on connaît. Premièrement, il n'y a aucun candidat. Imaginez, aucun candidat. Donc pas de lutte de pouvoir, pas de campagne électorale avec ses dépenses folles. Non, rien de tout ça, 0 candidat. Il n'y a pas non plus de secret, non, on est dans la transparence. Et on va expliquer pourquoi on a choisi tel candidat. Pourquoi? En mettant en valeur ses qualités. Alors que dans notre système actuel, on va dire ne votez pas pour un tel, c'est un salaud. Ici, on va dire j'ai choisi telle personne parce que je sais qu'elle est compétente, parce que je l'ai vue à l'œuvre, etc. Parce que je lui fais confiance. Et en fait, on va valoriser la personne plutôt que la dévaloriser, voire la détruire. Alors les élections se font par petits groupes, entre 15 et 25 personnes par exemple. Et à chaque élection, il y a 3 types de candidats. Le candidat choisi par consentement mutuel, c'est-à-dire avec 0 objection, un candidat tiré au sort et un candidat désigné qui en principe vient du niveau supérieur. Alors vous allez me dire, ouais, ça fonctionne avec des petits groupes, mais pas avec des grands. Eh bien si. Imaginez un petit village, un quartier, voire un immeuble de 500 habitants par exemple. On va réunir les personnes qui veulent participer aux élections. Imaginons qu'elles seront 200. Ces 200 personnes vont être partagées en 10 groupes différents. Dans chaque groupe, il y aura 3 types de candidats. Par consentement mutuel, désignés et par tirage au sort. Ensuite, les représentants de ces 10 groupes, ceux qui ont été élus, vont redésigner parmi eux 3 autres candidats, par consentement mutuel, par tirage au sort, et l'un sera désigné par le niveau supérieur. Eh bien, lorsqu'on applique ce principe, en partant de 500 habitants, et qu'on le renouvelle d'une manière exponentielle 10 fois, c'est-à-dire la première fois, ça va représenter 500 habitants, la seconde, ça va en représenter 5000, la troisième représentera 50 000 personnes, eh bien si on fait ça 10 fois, on arrive alors à un potentiel de 50 milliards de personnes. Donc on peut très bien gouverner en éthicratie l'ensemble de la planète. Sauf que le pouvoir principal n'est pas au niveau maximum. Non, le pouvoir principal, il est au niveau le plus bas. C'est là que se situe le plus de compétences. Plus on monte de niveau, moins il y a de compétences, en vertu de la distance sacrée. Par exemple, une communauté de communes qui réunirait environ 5000 habitants,
ou une petite ville qui, avec 10 quartiers, représenterait environ 5000 habitants. En éthicratie, seules les personnes qui sont impactées par une décision ont le pouvoir. Imaginons la couleur des maisons. Eh bien, ça impacte qui? En fait, ça impacte les gens du village. Ça n'impacte pas la communauté de communes. Donc, c'est le village qui va accepter le type d'architecture ou de couleur des maisons. Ça ne regarde pas la communauté de communes. Par contre, si on construit des maisons polluantes et qui pourraient avoir un impact négatif sur la communauté de communes, alors il y aura un pouvoir qui pourra venir du cercle de la communauté de communes. Vous voyez, c'est à la fois complexe et à la fois simple. Si l'action que vous faites impacte d'autres personnes, les personnes impactées ont un pouvoir de décision. Si elles n'impactent pas d'autres personnes, celles-ci n'ont aucun pouvoir de décision. Il y a donc des tas de lois qui n'ont aucun sens en éthicratie et qui devraient disparaître. Une autre manière d'aborder le pouvoir en éthicratie, c'est la notion de pouvoir organique. C'est-à-dire que rien n'est jamais figé, on peut tout changer. Donc il y a une forme de RIC permanent, donc un référendum d'initiative civile permanent, qui permet à chaque citoyen de mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle, par exemple, une décision dysfonctionnelle, voire une personne qui n'est pas à sa place dans un rôle. Donc tout est organique, rien n'est figé. En conclusion, je dirais qu'en éthicratie, en démocratie éthique, le guide, ce qui donne du sens, la direction, c'est l'éthique. Celle-ci est mise en œuvre par le peuple. On travaille par consentement mutuel, en cercle, avec zéro objection. On crée une holarchie, une hiérarchie de croissance. Les tensions sont créatrices. Le pouvoir est partagé, c'est organique et il y a un RIC permanent. Nous devenons ainsi tous co-créateurs avec un pouvoir partagé équivalent qui permet alors de vivre la joie. Je vous assure que pour ceux qui ont utilisé et vécu ce type de processus dans une organisation, lorsqu'ils doivent retourner dans l'ancien système, c'est l'horreur. Une grande difficulté pour les dirigeants d'entreprise, c'est de partager le pouvoir. N'ayons pas peur de partager le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est comme l'amour. Plus on en donne, plus on en reçoit. Alors je vous propose de goûter à d'autres vidéos, des tutos qui vous permettront d'expérimenter directement l'éthicratie. Ces vidéos sont à venir sur notre chaîne Ethicracia TV.